Bienvenue sur le podcast Entrepreneur et Introverti. Je suis Charlotte, coach business et mindset. Et dans ce podcast, je vais accueillir différents invités, tous entrepreneurs mais aussi introvertis. Au cours de ces épisodes, nous allons échanger sur leur métier, leur parcours d'entrepreneur, mais aussi comment vivre l'introversion pleinement. Bonne écoute. Oui, je suis ravie de t'accueillir ici dans cet épisode. Merci à toi. Du coup, donc toi, ton métier, c'est tu aides les personnes hypersensibles en fait à travers la danse en fait pour leur permettre de gagner en confiance. Alors vas-y, oui. dis-nous un peu. En fait, je suis. Alors du coup, en fait, je suis coach en énergie positive. En fait, j'aide effectivement les personnes hypersensibles à prendre confiance en elles en coaching, et j'aide toutes les personnes à prendre confiance en elles dans la danse. Donc pas uniquement les personnes hypersensibles. Dans mes cours de danse, c'est vraiment pour tout le monde et pas que pour les personnes hypersensibles. Il y a des hommes, des femmes, de toute âge, toute morphologie, hypersensibles ou pas, tout le monde est bienvenu. Ok, top. Et du coup, donc tu es une invitée un peu spéciale parce que c'est vrai que quand je t'ai contactée, la première chose que tu m'as dit, c'est ok, je suis hypersensible, mais par contre, je suis pas du tout introvertie. Et du coup, c'est vrai que ça m'avait interpellée. Et je pense que c'est intéressant de souligner ce point parce que pour moi, en fait, hypersensible, ça a toujours été lié en fait à introversion. Alors qu'en fait, tu m'as démontré que non, ça pouvait être aussi, on pouvait aussi être extraverti et hypersensible. Du coup, est-ce que tu peux un peu nous en parler? Parce que c'est vrai qu'en fait, hypersensible, c'est ce qu'on s'était dit ensemble, c'est que hypersensible, on a l'impression que c'est quelqu'un en fait qui est en train de pleurer dans son coin, tu vois, qui est hyper émotive et en fait, c'est pas forcément ça en fait la définition de l'hypersensibilité. Ouais, exactement. Ça, c'est un petit peu la version réductrice cliché. Souvent, c'est un peu le trait grossier qu'on retient, et ce qui est normal quand les gens connaissent pas. Mais en fait, déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'hypersensibilité, dans les dernières études, on est en train de se rapprocher de 30% de la population, ce qui est énorme. Ouais. Et dans cette population d'hypersensibles, il y a encore une fois 70% d'introvertis et 30% d'extravertis. Donc, toujours pareil, selon les études, tout ça c'est un peu évolutif, mais en ce moment, c'est les chiffres qu'on pose sur ça. Donc oui, en fait, l'hypersensibilité n'est pas l'introversion. Et l'hypersensibilité n'est pas non plus 100% des cas la timidité, ce qui est souvent mis en valeur. C'est vrai que c'est un des traits qui est très courant, mais qui n'est pas toujours le cas. Parce qu'en fait, l'hypersensibilité, c'est quand tu es hautement sensible, peu importe ton caractère en fait. Et c'est simplement comment ta perception, à la fois dans l'hyperémotivité, qui est un des piliers, c'est vrai, mais aussi dans l'hypersensorialité, dans l'hyperactivité mentale, et pour ceux qui ont même ce penchant ultra sensible, dans l'hyperempathie. Voilà, tout ça, c'est les caractéristiques principales de l'hypersensibilité. Donc, c'est pas l'image cliché de la nénette toujours en train de chialer, et c'est pas non plus cette image de fragilité. Tu peux être hypersensible et quelqu'un de fort, de dynamique, de positif et d'extraverti, tout de la même façon que tu peux être timide, réservé, introverti, et hyper, hyper actif. Voilà, il y a plein de choses. C'est pas forcément le cliché qu'on entend partout sur l'hypersensibilité. Ouais, c'est pas comme on pourrait le croire hyper cloisonné en fait, c'est ce qu'on disait aussi. C'est qu'on peut avoir plusieurs caractéristiques et pas forcément. D'ailleurs, c'est marrant parce que tu parles de timidité. Est-ce que toi, parce que du coup ça je ne sais pas, c'est que est-ce que toi à un moment tu t'es senti, tu t'es dit moi je suis timide, mais est-ce que ça peut être compatible en fait, extraverti, hypersensible, timide ou non, c'est rare en fait, ou même dans les personnes que tu accompagnes, est-ce que c'est un combo qu'on peut retrouver ou pas forcément? D'être hypersensible et timide? Hypersensible, extraverti et timide? Oui, enfin, en fait, ce qui est intéressant de se dire dans tout ça, c'est que souvent, on met un peu les gens dans des cases, et que ce soit pour l'hypersensibilité, pour extraverti, introverti, pour moi, il y a un point qui est important à se rappeler, c'est que tout ça, c'est une question de curseur. C'est une question d'ajustement. Donc, en fait, tout le monde est différent. T'as jamais des gens qui sont 100% introvertis ou 100% extravertis. Moi, par exemple, je suis plutôt 80% extraverti, 20% introverti. T'as des gens où ça va être presque 50-50. Et en fait, souvent, on a toujours besoin de dire aux gens, t'es introverti ou t'es extraverti. Alors finalement, ça peut dépendre des contextes, ça peut dépendre des situations, ça peut dépendre de plein de choses. Ouais. Même si on a des choses comme ça. Et donc, c'est vrai que il faut se dire qu'en fait, tout est possible. Dans genre, le combo, c'est chaque personne est unique. C'est-à-dire que tu as tout un pourcentage de timidité, un pourcentage d'extraversion, un pourcentage de tout ça, qui fait que dans l'hypersensibilité, tu as énormément de types de profils. Comme dans n'importe quel profil psychologique humain, il y a beaucoup de diversité.
parce que à chaque fois, ça va être une question de curseur. Et donc, c'est vrai que tu peux être timide et extraverti, parce qu'en fait, l'extraversion et l'introversion, c'est là où tu vas te ressourcer en termes d'énergie. Donc, voilà, moi, mon sujet principal, c'est effectivement l'hypersensibilité, mais d'un point de vue énergie positive, c'est vraiment ce qui m'anime le plus. Et en fait, tu peux être timide et pourtant prendre du plaisir à te ressourcer auprès des autres de la même façon que tu peux être introverti et pas du tout timide. Simplement, tu as besoin de moments pour toi, pour te ressourcer et d'isolement pour prendre le temps de se reposer. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est bien de le souligner parce que c'est vrai que parfois on peut faire l'amalgame, on peut se dire introversion égale timidité, extraversion égale pas du tout timide, alors que c'est vrai que tu vois, on disait aussi on peut être extraverti et ça peut aussi camoufler le fait, une certaine timidité en quelque sorte. Et, exactement, pour moi c'est tout à fait ça, c'est qu'en fait en plus il faut pas oublier qu'on est en perpétuel changement et tu as aussi des gens qui en fait, souvent tu as un grand trait de caractère qui reste, mais quand on t'a toujours forcé à être ce que tu n'es pas, tu peux avoir des revirements de situation, c'est-à-dire des gens qui ont une fausse extraversion ou une fausse introversion pour masquer quelque chose. T'imagines quelqu'un à qui on a toujours dit fais-toi petit, je veux pas te voir, cache tes sentiments, machin, et qui se serait mis dans une introversion de société, c'est-à-dire vraiment qui aurait adapté cette attitude d'introverti parce que c'est comme ça qu'on l'a brimé un peu, tu vois. Ouais, qu'on l'a. Qui en fait c'est pas sa vraie nature. Et à l'inverse, quelqu'un qui est dans une famille d'extravertis, du coup, qui a, par mimétisme, va un peu le faire, mais en se forçant, en portant un masque, etc. Alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui a besoin de temps pour se ressourcer, etc. On peut avoir un peu cette adaptation de cette fausse, entre guillemets, introversion ou extraversion, dans le sens où, des fois, on a dû adapter des comportements qui sont pas vraiment ceux dans lesquels on se sent vraiment bien. Et donc, tu peux avoir aussi, au fur et à mesure des années, quand tu travailles sur toi en personnel, quand tu commences à prendre confiance en toi, etc., un peu des changements de comportement ou du moins de type de profil, quoi. Ouais, un peu comme si tu revenais vers ta vraie nature, on pourrait dire ça comme ça, parce que tu parles de mimétisme. Et donc, il y a des gens, oui, à un moment, ils font ce virage parce qu'ils se disent, bah non, en fait, moi, aujourd'hui, je suis plus comme ça, j'ai plus envie de ça. Et du coup, je m'accepte en tant que telle et je suis ce qui me convient, en fait. Exactement. Ouais. C'est super intéressant qu'on parle de ça parce que je pense que, tu vois, on nous le dit, mais des fois, c'est pas évident et c'est vrai qu'on soulevait la dernière fois que le fait d'être peut-être hypersensible et introverti, on met pas ces personnes assez en avant et du coup, ce qui fait que on a tendance à penser, comme on le disait tout à l'heure, que c'est des personnes qui sont pas forcément joyeuses, qui ont pas forcément de l'énergie, du peps, alors qu'en fait c'est pas vrai du tout en fait. Exactement, parce qu'en fait on pense toujours au versant négatif. Moi, quand on me pose la question sur l'hypersensibilité, j'explique toujours que c'est comme les deux pièces d'une monnaie, c'est-à-dire que dans tous les piliers dont j'ai parlé au début, à chaque fois il faut considérer le versant positif et négatif, parce que je le rappelle, c'est juste une sensibilité accrue. Donc en fait, c'est les mêmes émotions que tout le monde, sauf qu'en fait, on a une amplitude d'émotions qui est beaucoup plus haute et beaucoup plus basse. Et donc du coup, on considère toujours le versant négatif, par exemple pour l'hyperémotivité, qui est le plus sujet à cliché, en mode tu pleures très souvent parce que t'es triste, t'es renfermé ou je sais pas trop quoi. Et alors qu'en fait, l'autre versant de cette même caractéristique, c'est des personnes qui, quand elles ont de la joie, ont un maximum de joie, ont un maximum d'énergie. Et moi, je sais que quand j'étais petite, autant je pouvais être triste très facilement. Ouais. En plus, je suis dans cette empathie-là. Mais alors, quand j'étais contente, et ça, c'est vraiment un truc hyper caractéristique chez moi, les gens peuvent se dire, oh là, elle en fait des caisses, tu vois. Moi, déjà, mes parents, ils m'ont déjà dit, Élise, il n'y a pas de quoi être si contente, tu vois. C'est pas si génial que ça. Et moi, pour moi, tout est soit extrêmement génial, soit extrêmement triste. Et donc, c'est aussi ce versant très positif, très dans l'hypersensorialité aussi. Quand tu as une hypersensorialité de l'ouïe, par exemple, de l'audition, tu vas pas supporter certains bruits très désagréables, très nocifs. En mode, moi, je pourrais hurler face au bruit d'une craie sur le tableau, tu vois, c'est ce genre de truc, rien que d'imaginer, ça me fait crisser les dents, tu vois. Et en même temps, je suis dans la danse. Et quand je crée mes chorégraphies, je mets la musique à fond et je vais entendre tout un panel de sons différents dans une musique et je pense que je ne pourrais pas vivre sans musique. Tu vois, donc c'est vraiment les deux versants d'une pièce et il faut pas considérer que le négatif, c'est aussi beaucoup de positif.
Ouais, c'est ça. Et puis c'est surtout aussi, je pense, trouver ce qui te correspond et ce qui est bon pour toi, parce que comme tu viens de le dire, toi, un bruit peut t'agacer facilement, et en fait, la musique te provoque une émotion tout autre, et c'est peut-être aussi, c'est peut-être un moyen pour toi aussi de d'extérioriser cette hypersensibilité, non? Enfin, je sais Tu veux pas. dire la musique? Ouais, la musique, la danse. Enfin, moi, je me retrouve vachement là-dedans. J'ai besoin de beaucoup de musique dans ma vie. Ouais, alors Ouais. totalement, Ouais. totalement, parce que tu vois, c'est marrant, on me demandait dans une interview la dernière fois quel est ce qui te met tout le temps de bonne humeur, tu vois. Mm. Et on m'a dit, t'as pas le droit de dire la danse, parce que comment, comme ils savent que je suis prof de danse, en dehors de la danse. Et en dehors de la danse, c'est évidemment la musique, et évidemment la danse, etc. Et c'est quelque chose qui me permet de juste me sentir bien dans ma tête et dans mon corps en même temps. Mhm. Et c'est clairement quelque chose qui fait que c'est un moyen d'expression de mon hypersensibilité. C'est là où je peux lâcher pas mal d'énergie. C'est là où je peux me libérer la tête. On parlait de l'hyperactivité mentale, tu vois, chez les hypersensibles. Ouais, Alors, en fait, moi, cette hyperactivité mentale, elle est totalement canalisée quand je fais ce que ah, non. j'appelle des activités méditatives. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que quand on parle de méditation, on pense toujours assis par terre en tailleur, en train Oui, de en étant faire statique. aucun bruit, etc. Ouais. Exactement. Alors qu'en fait, pour moi, les activités méditatives, c'est celles où tu vas faire abaisser ton mental et Mm. revenir au moment présent. C'est Ouais, pour tout à moi fait. ma définition. Et quand je danse, je suis pleinement là. Alors ça peut m'arriver souvent d'ailleurs c'est là que je peux me tromper ou quoi que ce soit, c'est quand je pense à autre chose ou que je sais que je veux dire quelque chose, etc. Mais si Mhm. je danse juste pour danser, je suis juste là, pleinement présente. Je fais tomber mes réflexions mentales, je reviens complètement à mon corps, complètement à mon énergie du moment. Et ça me fait un bien fou. Et la musique aussi, moi je suis Madame Playback. Je chante comme un pied, mais j'adore faire le yaourt et le playback, tu vois, sur les chansons pour me défouler. Et ça me fait un bien fou. Et je pense que tu as tout à fait raison. Mm. C'est aussi une expression de mon hyperactivité, ouais. J'adore que tu me dises ça parce que je suis exactement pareil. On en a des points communs. Est-ce que toi aussi tu fais des stories avec un playback et tu rajoutes la musique après? Oh my god! Mais tu sais, moi, mes élèves se foutent de ma gueule parce que je suis toujours, même pendant, on fait les échauffements, les étirements et tout. Et du coup, en plus, mon chéri m'a offert, tu sais, une espèce de micro enceinte D'accord. qui peut modifier la voix et tout. Et alors Ah maintenant, je oui. prends ça dans mes stages et mes événements. Et c'est à mourir de rire parce que j'adore faire du playback. Et le pire, c'est que je ne connais jamais les paroles. Donc c'est toujours en playback, on a toujours l'impression que je connais les paroles, mais alors si je me mets à chanter, c'est une catastrophe. Ah, mais ouais. Ben, c'est trop bien de trouver des petits trucs comme ça. Est-ce que, en fait, toi, ça t'est venu, enfin, en fait, comment ça c'est arrivé, en fait, la danse et la musique comme ça? C'est quelque chose qui t'a toujours suivi depuis toute petite, ou un jour tu t'es dit, t'as peut-être assisté à un cours ou quelque chose, ça t'a donné un petit déclic, et après tu t'es dit, tiens, j'ai envie de tester, je vais, tu vois, parce que Alors j'ai moi, envie de te dire, j'ai pas toujours fait ouais, comme ça, tu vois. Enfin, la danse n'a pas été pendant longtemps. Enfin, j'ai fait ça quand j'étais petite, puis après, ça a complètement disparu de mon du radar. quotidien, en fait, si tu veux. Et puis un jour, j'ai recommencé à faire un peu de salsa, tu vois. Je suis allée à un cours comme ça en me disant, tiens, j'ai envie d'essayer. Puis après, je me suis mise Ouais. à la salsa, pardon. Et après, le fait de se bouger et le fait de mettre son corps en mouvement, c'est vraiment un truc qui est hyper important pour moi, tous les jours, en fait. Donc, toi, comment ça s'est passé pour toi? Mais c'est super que tu partages ton expérience, je trouve ça génial parce que déjà, je pense qu'il y a énormément de gens qui vont se reconnaître là-dedans. Et moi, en fait, il y a eu les deux. C'est-à-dire Ouais, que, en fait, je danse depuis que je marche. C'est-à-dire, je pense que j'ai d'accord. commencé, j'ai des vidéos de toute petite où mon frère joue de la guitare et je suis en train de me dandiner alors que je pose à peine un pied devant l'autre. Donc D'accord. vraiment, je pense que j'avais ça en moi. Et en fait, par les normes un petit peu, j'ai fait danse de conservatoire. Donc j'ai fait beaucoup de danse classique et j'en ai fait pendant 15 ans. Je voulais même devenir professionnelle et je D'accord, m'étais ouais. mise dans une école pour. Sauf que, en fait, mes valeurs ont toujours été un peu là. Et donc, en fait, tu vois, ce besoin d'empathie, de bienveillance, de choses que j'avais aussi, je l'ai pas retrouvé dans les écoles de formation classique, Oui. où c'est beaucoup la compétition, c'est beaucoup le culte du corps. Et moi, pour Oui, moi, tout le tu monde me racontes. est merveilleux, quel que soit son corps. Et donc, en fait, j'étais excellente en danse, j'avais tout pour, j'adorais ça. Et j'ai beaucoup aimé le classique, ça a été une énorme base pour moi. Mais en fait, à un moment, il y a eu une rupture dans ma vie quand j'étais au collège, quand je me suis confrontée à ce milieu qui n'était pas du tout celui auquel je m'attendais et où je me suis dit, moi, j'ai trop besoin de positivité dans ma vie. Je ne me vois absolument. Je rentrais en pleurs le soir et ma mère me disait, mais est-ce qu'on t'a dit quelque chose? Je disais, mais en fait, à moi, rien. Parce que pour le coup, j'avais le corps pour. Je déteste cette expression, mais on m'a toujours dit, oui, mais toi, t'as le corps pour être danseuse. Et je disais, ouais, mais c'est pas une raison pour être malveillante avec d'autres personnes. Enfin, t'as 12 ans, se faire critiquer pour son corps. Et moi, j'ai vu les directrices d'école
complètement hurler sur des nanas parce qu'elles avaient pris 500 grammes. Enfin, moi, ça me dévastait, quoi. Et donc, si tu veux, j'ai laissé de côté la danse classique après ça. J'ai touché au hip-hop, ce que j'aimais beaucoup parce que c'est beaucoup plus, tu vois, c'était une danse où il y avait beaucoup plus d'humanité, d'humanité, c'est réducteur pour la danse classique parce qu'aujourd'hui, ça a beaucoup évolué les mœurs, heureusement, mais tu vois, c'était plus ouvert à tous, etc. Oui. Ouais. Et en fait, après, j'ai repris des études normales, on va dire, plus de danse, parce que je voyais pas d'autre solution pour pouvoir trouver un métier qui répondait à mon besoin de positif. Et figure-toi que du coup, finalement, j'ai terminé en école de commerce parce que je cherchais à me dire, si la danse, c'est pas une option, parce qu'en plus, on m'a bien répété que c'était pas un vrai métier, tout ça. Je me suis dit, la relation client, je voyais cette vente comme, tu vois, les gens ont un besoin, tu y réponds, ils repartent satisfaits. J'aimais beaucoup ça. Et donc, par défaut, j'ai fait une école de commerce. Et en école de commerce, il y avait un club de danse pom-pom. Et là, ça a été la révélation de ma vie, quoi. Vraiment, c'était cette danse dynamique, positive. En fait, moi, je chorégraphie depuis que j'ai l'âge de 10-12 ans. Et donc, je chorégraphie déjà sur du Britney Spears, du Christina Aguilera, des trucs super commerciaux. Tu vois, j'adorais ça. Et en fait, j'ai retrouvé cette option-là avec le pompon qui était super fédérateur, qui était cet esprit d'équipe. Tu vois, c'est pas individuel et tout ça, j'adorais. Et en fait, c'est là que j'ai lancé mes tout premiers cours. Je suis devenue présidente du club. D'accord. Et donc c'est là que ça a été en fait une révélation pour moi et ça a bien marché. J'ai ouvert le pom-pom à tous dans l'école, tout le monde pouvait venir, peu importe son niveau, son âge, sa morphologie. On avait des mecs, on avait à la fois des passionnés de danse que des gens qui avaient jamais mis un pied devant l'autre, tu vois. Et c'était hyper bien. Et c'est comme ça que j'ai lancé mes premiers cours de danse ouverts à tous en septembre 2011. Ouais, et c'est comme ça que finalement en fait ça s'est fait en 2 temps. À la fois j'étais passionnée de la danse depuis toujours. Ouais. Mais j'avais pas trouvé la danse que j'aurais voulu avoir. Et donc, en fait, je l'ai créée à mes 20 ans. C'est là que j'ai ouvert les cours en mode, j'ai créé des cours de danse que j'aurais voulu recevoir, bienveillants, positifs, pour prendre confiance en soi, pour se bouger sans jugement. Et en fait, j'ai retrouvé plein de gens comme toi, tu vois, Charlotte, il y a plein de gens qui ont débarqué dans mes cours en me disant, moi, j'ai fait un peu de danse quand j'étais jeune, j'aimais bien ça. Et t'as plein de gens qui ont été traumatisés par des profs ou par, tu vois, des choses comme ça. Ouais, ou tout simplement le fait que t'aies plus le temps et que tu dises un peu, comme toi, c'est-à-dire, alors peut-être que moi j'en aurais pas fait un métier, mais se dire, la danse c'est un peu un loisir et c'est pas forcément, voilà, oui. C'est ça, t'as les deux, t'as tous ceux qui se, et en plus t'as une troisième catégorie même de gens qui ont jamais osé passer, tu sais, qui ont toujours un peu dansé chez eux. Oui. Et qui ont jamais osé se dire, ou qui n'ont pas eu la possibilité jeune, ou que les parents n'ont pas spécialement mis en cours de danse, et qui n'ont jamais osé le faire en tant qu'adulte, en mode c'est trop tard, et qui en fait découvrent des fois à 30-40 ans que oui, ils adorent la danse, et c'est trop cool d'aller dans des stages, et des événements et tout, et qui se régalent comme ça, avec un coup de cœur un peu tardif, c'est trop chouette, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce que c'est la danse pom-pom? Parce que bon, nous, on a discuté un peu de ça et c'est la première chose que je t'ai demandé. Mais peut-être que pour les personnes qui nous écoutent, c'est peut-être hyper flou et peut-être comme tu disais, on confond avec le cheerleading. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler? Alors oui, la danse pom-pom, en fait, c'est ce que vous connaissez plus ou moins dans le cliché de la pom-pom girl. Moi, je dis danse pom-pom parce que comme c'est vraiment des cours ouverts à tous, je trouve ça moins genré de devoir dire, je préfère dire danse pom-pom, voilà, c'est beaucoup plus inclusif. Et donc, pour moi, en tout cas, moi, vraiment, ma spécialité, là où c'est différent du cheerleading, c'est que c'est de la danse chorégraphiée. Donc, c'est vraiment c'est des chorégraphies avec des pompons dans les mains. C'est quelque chose de très dynamique, très positif et voilà, c'est punchy. On va dire que quand vous connaissez, c'est davantage proche du street jazz, on va dire, à peu près. Et en fait, c'est différent du cheerleading parce que dans les films américains, ce que vous voyez, c'est vraiment des portées, c'est davantage de la gymnastique, c'est codifié différemment, c'est d'ailleurs extrêmement dangereux, ça doit se pratiquer sur des salles avec d'énormes tapis, etc. Voilà, c'est le sport le plus accidentogène, je crois, aux États-Unis. Donc, tu as des équipes qui font les deux. C'est pour ça que les gens se mélangent aussi parce que tu as des équipes qui font du cheer et de la danse pom-pom et qui font des shows complets. Mais en fait, la danse pom-pom, moi, c'est quelque chose que je pratique en salle de danse avec vraiment de la chorégraphie pour tous. On va pas faire des grands écarts, des roues, des machins. C'est vraiment des chorégraphies. Et après, n'hésitez pas à aller voir des vidéos. Voilà, moi, j'avais fait pas mal de vidéos sur ma chaîne YouTube, surtout pour pouvoir montrer aux gens justement ce que c'est et rassurer tous ceux qui se disent ah non mais moi j'ai pas envie de sauter dans les airs, c'est pas du tout ça, rassurer. Oui. Oui, c'est quelque chose qui se pratique au sol avec ses 2 pieds et c'est surtout en fait ce que moi j'ai vu dans tes vidéos, enfin en tout cas dans le peu que j'en ai vu, c'est que c'est assez simple finalement, c'est accessible à tous. Et en fait, comme tu le disais, il n'y a pas forcément besoin aussi d'être super fort en danse et qu'en fait, il faut essayer, quoi. Il faut essayer tout simplement, y aller une fois, se lancer.
Et en plus, ce qui est bien de ce qu'on s'est dit, c'est que là, tu as lancé une école en ligne en plus, donc ça permet de le faire Oui, depuis chez soi. Donc ça, c'est super. c'est ça. C'est ça, en fait, moi, mon combat, ma mission de vie, c'est vraiment répandre l'énergie positive, quoi. C'est faire en sorte qu'avec tout ce que je fais, j'aide les gens à retrouver le sourire. Et en fait, par la danse, je le faisais. Et après, c'est assez réducteur parce qu'en danse, tu peux pas être partout. Je peux pas donner des cours de danse partout. Des fois, on me dit, faut que tu viennes à Bordeaux, à Marseille. Oui, mais je peux pas tout faire. Et donc, du coup, là, je me suis dit, mais attends, ce serait super de pouvoir avoir une école de danse en ligne. Et je viens de la lancer et ça marche super bien. Les gens me font des retours. En fait, je détaille mes chorégraphies que vous pouvez découvrir sur ma chaîne YouTube et je fais des cours où je détaille pas à pas, où je donne des informations techniques et en fait qui te permet d'avoir à la fois un cours complet à la maison et aussi faire le plein d'énergie positive, te prouver que tu es capable et te prouver à tout le monde que tu peux faire de la danse pom-pom. Ouais, carrément. Et d'ailleurs, tu parlais d'énergie. Pour moi, c'est une notion super importante de se mettre en énergie. Toi, c'est quelque chose que tu fais uniquement dans tes cours ou c'est des choses que tu fais aussi parce que en fait, bon, ok, tu es peut-être extravertie, mais tu es aussi entrepreneuse. Et Oui. du coup, enfin entrepreneur, je préfère dire ça même, entrepreneur. Et est-ce que toi, c'est des choses que tu fais, par exemple, est-ce que parce que moi, ça m'arrive, hein, franchement, de faire des petits mouvements comme ça, tu sais, pour pour un peu, pour gagner un peu plus en Totalement. énergie et pas être comme on pourrait penser, c'est-à-dire être tout le temps statique, assis sur une chaise, tu vois, et parfois d'être comme ça te ouais, tu es concentré sur ta tâche, mais t'es pas comment expliquer? Ouais, tu donnes pas le meilleur de toi-même parfois, et parfois il faut juste se lever, se mettre en mouvement, hop, faire deux trois petits pas finalement, mettre un peu de musique et puis s'y remettre, et du coup on est beaucoup plus productif. Est-ce que toi Mais c'est totalement. des choses que tu fais? Ouais. Oui, c'est totalement ce que je fais. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, donc il faut savoir que moi, en fait, j'étais entrepreneur depuis septembre 2011 où j'ai lancé mes cours, mais j'étais aussi salariée. Donc pendant 3 ans et demi, j'avais 2 métiers en même temps, entrepreneur et salarié, Ouais. jusqu'à 2014 où je me suis lancée en entrepreneuse, en entrepreneur du coup, à temps plein. Mm-hmm. Et en fait, il faut savoir qu'à partir de ce moment-là, je me suis jurée de ne proposer que des choses qui viennent du cœur. Et en fait, je propose que des choses que je pratique, tu vois, dont moi aussi j'ai besoin. Donc les cours de danse, c'est parce que c'est les cours de danse dont moi je rêvais. Ouais. Enfin, c'est une dynamique de je propose que ce dont j'aurais toujours eu besoin ou de ce qui m'a aidé et je le partage aux autres en me disant mais moi si ça m'a autant aidé ça peut tellement aider de gens et tu vois le coaching c'est ça aussi, c'est-à-dire que je ne propose que des choses, après je me forme sur d'autres techniques etc, mais qui à la base l'objectif, la mission c'est donner ce qui moi m'aide le plus. Donc ce qui m'a aidé le plus c'est de prendre confiance en moi, ce qui m'aide le plus c'est de faire le plein d'énergie positive, c'est de danser, c'est de bouger. Et donc oui, je parle souvent, il y a quelque chose qui est commun entre les deux activités, c'est la posture paillette. C'est une posture où en fait tu apprends à te redresser, à te mettre droite et à faire le plein d'énergie positive parce que dans la posture tu transmets énormément et tu fais soit monter soit baisser ton niveau d'énergie selon comment tu te tiens. Et moi de toute façon quand j'ai de la musique je peux pas m'empêcher de bouger, donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise aussi beaucoup pour moi. D'accord. Et la posture paillette c'est quoi alors? T'es debout et tu... Alors, la posture paillette, on va inspirer, on va se grandir. Tu vas faire comme si tu avais un fil qui montait à travers ta colonne vertébrale. Donc, tu étires ton cou, tout ce dos qu'on est tout le temps en train. Voilà. Donc, je vous invite à vous mettre debout, à étirer votre colonne vertébrale. Et en fait, c'est comme si tu allais créer un tout petit peu d'espace entre chacune de tes vertèbres. Donc, quand tu vas inspirer, tu vas t'imaginer te grandir par tes vertèbres. Encore une fois, tu inspires. Voilà, une fois que c'est ça, tu vas faire tomber tes épaules, d'accord? Parce qu'on a toujours les trapèzes qui se contractent quand on essaye de grandir le dos, mais il faut que ça vienne en fait de la respiration et pas des muscles. On peut relâcher un tout petit peu la tête et continuer à étirer l'arrière de la tête. Et ici, tu vas ouvrir ton plexus solaire. Donc le plexus solaire, c'est ce que vous avez entre la poitrine, un petit peu en dessous, qui est là, qui va être vraiment cette zone en plus très émotionnelle et qui est là pour que l'énergie circule. Et en fait, c'est toujours, j'essaie de mettre beaucoup d'images, j'aime beaucoup faire ça, c'est que quand tu ouvres cette posture-là, en fait, tu réouvres cet endroit, c'est exactement ce qui est fermé quand tu es avachi sur ton bureau, tu vois. Ouais, et en fait, j'imagine que c'est un canon à paillettes. Donc, quand tu veux danser, je te dis toujours qu'il faut que tu aies cette posture parce que c'est avec ça que tu vas diffuser de l'énergie positive à ton public. C'est le cas quand tu fais des conférences, c'est le cas quand tu vas animer une réunion. C'est le cas quand tu vas pitcher ton projet en tant qu'entrepreneur. Toutes ces postures-là qui sont en fait hyper importantes, pas que pour ce que tu vas dégager comme image, mais surtout ce que toi, tu vas ressentir à l'intérieur qui va faire que dans ta façon de parler, dans ta façon de rayonner, dans ta façon de penser aussi, tu vas être différente en fait.
Ouais, c'est vrai qu'en fait, il y a un réel lien entre la posture que tu adoptes et finalement la confiance que tu peux avoir dans certaines situations. Exactement, c'est tout à fait ça. La confiance en toi, elle est conditionnée par énormément de choses, mais la posture joue beaucoup. En fait, c'est vrai, ce qui est intéressant, et là où pour moi je mets vraiment un lien essentiel, c'est le lien corps-esprit. C'est-à-dire que je pense pas que, par exemple, si tu fais du développement personnel, mais que tu es que dans la théorie, que tu pratiques pas, que tu sors pas de chez toi, que machin, Ouais. ce soit optimal. Et de la même façon, si tu travailles que sur ton corps, mais que tu travailles jamais sur comment tu te sens en termes d'émotions, dans ta tête, dans machin, Mhm. c'est pas optimal non plus. Donc, de toute façon, c'est super bien de commencer par l'un ou l'autre, hein. Moi, je suis une fan de la technique petit pas par petit pas, c'est-à-dire que c'est comme ça que ça m'a servi. Donc, l'essentiel, c'est que vous fassiez quelque chose, mais après, c'est toujours bien de se dire que le corps lié à l'esprit, il est fondamental et ça va te permettre d'être aligné, d'avoir à la fois du bien dans ta tête et du bon dans ton corps. Mm. Ouais, je suis complètement d'accord, c'est hyper important et tu vois, c'est super qu'on ait pu parler un peu de méditation, un peu autre que ce qu'on a l'habitude de faire, parce que pour Ouais. moi, c'est vraiment en fait l'activité qui permet de lier un peu les deux en fait finalement, tu vois, d'avoir ces moments où, parce qu'en fait c'est vrai qu'on nous dit souvent, bah prends soin de ton corps, mais un peu moins prends soin de ton esprit, tu vois, et de tes pensées, des choses qui t'habitent, tu vois. Moi en tout cas, Et je fais un pourtant, temps c'est en là-dessus. prenant soin de ton esprit que souvent tu prends soin de ton corps. Tu as plein de gens qui ont une Exactement. morphologie qui change juste parce que d'avoir travaillé sur eux, il y a moins de poids émotionnel et en fait, ils peuvent perdre des kilos ou prendre des kilos. Ou moi, j'ai eu beaucoup de variations de poids quand j'étais jeune. J'ai fait une période d'anorexie. Faut pas se mentir, c'était uniquement provoqué par un poids mental, par une énorme baisse de confiance en moi et d'estime de moi, où du coup, je me sentais inutile et c'est ce qui a fait que mon corps a changé. Et en fait, c'est en travaillant sur ma tête et sur pourquoi je vivais ça à ce moment-là que j'ai réussi à reprendre du poids derrière, en fait. Ouais. Tu vois, l'appétit Mhm. aussi, c'est conditionné par comment tu te sens émotionnellement. Enfin, il y a plein de choses comme ça Ah oui, qui fait clairement. que le top, c'est de travailler avec les deux. Dire que travailler avec les deux, c'est maximiser les résultats et surtout de se sentir aligné. Oui, c'est ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure. En fait, tu disais travailler avec le cœur. Et Ouais. ça, je trouve que c'est une notion super importante. Parce que c'est vrai que dans le milieu entrepreneurial, on nous dit souvent, il faut que tu fasses ça, faut que tu aies cette stratégie. Alors oui, c'est bien d'en prendre connaissance de toutes ces stratégies qui existent, de tous les réseaux sociaux, comment il faut communiquer sur telle ou telle plateforme. Mais en fait, ouais, ce qu'il faut se dire en premier, c'est moi, qu'est-ce qui me parle en fait, avant de vouloir se lancer dans tout ça. Parce que peut-être que quand on démarre, on a tendance à vouloir faire un peu de tout. Et Ouais. on se sent peut-être vite submergé par cette pensée qui te dit ah mais j'arrive plus à gérer, je sais pas quoi faire en fait, tu vois, par quoi je dois commencer et au final il y a que notre cœur, notre intuition qui peut nous dire en fait Ouais, totalement. où C'est aller. un vrai défi, je trouve, pour les entrepreneurs, de réussir à écouter leur intuition, de réussir à se faire confiance et à dépasser la comparaison aux autres, à dépasser tous les bien-pensants de l'entrepreneuriat qui te disent ce que tu dois faire avant même de savoir c'est quoi ton objectif dans la vie. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est que on parlait ensemble d'introversion, d'extraversion, etc. Moi, en tant que coach, que ce soit avec mes élèves de danse ou avec mes coachés, je travaille avec plein de types de profils. J'ai beaucoup d'introvertis, j'ai des gens qui sont salariés, des gens qui sont entrepreneurs, etc. Et en fait, mon rôle, c'est pas leur donner ma vie. Mon rôle, ça va être de dire c'est quoi ton objectif, qu'est-ce qui te manque, qu'est-ce que tu veux changer, qu'est-ce que tu veux garder, et comment ensemble on va vers ce qui toi te fait vibrer. Mon objectif, c'est jamais de dire il faut que tu fasses de la danse aux pommes ou il faut que tu sois entrepreneur ou il faut que tu sois non. C'est même chez les entrepreneurs, puisque les gens qui vont nous écouter, c'est des entrepreneurs. Tout le monde n'a pas les mêmes ambitions. Tu as des gens qui veulent faire 1 milliard de chiffre d'affaires et qui veulent être connus dans le monde entier. Et tu en as qui ont juste envie de vivre de leur passion et peut-être vivre au soleil avec leur conjoint et leur chien et avoir à la fois ce qu'il faut pour être au confort, mais pas forcément être au centre de l'univers, etc. Et c'est intéressant de se dire qu'avant de savoir quoi appliquer, c'est mais qu'est-ce que toi tu veux? Ouais, qu'est-ce que Parce toi que des tu fois, veux. on pompe des stratégies chez des gens qui n'ont pas les mêmes ambitions que nous, qui n'ont pas les mêmes rêves que nous, qui n'ont pas les mêmes. Et c'est là où, du coup, dans l'accompagnement, c'est intéressant de vous dire est-ce qu'il y a des gens qui vous posent d'abord la question de qu'est-ce que vous voulez avant de vous donner il faut faire ça, 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 ça. Bah oui, mais qu'est-ce qui compte vraiment pour toi d'abord? Ouais, Et c'est ça, ça. c'est important. C'est être au clair sur en fait poser un cadre en fait, les choses sur lesquelles Ouais. tu es intransigeant et que sur lesquelles tu peux pas négocier et des choses sur lesquelles OK, tu peux peut-être t'adapter mais Et tu vois, vraiment dans la danse, c'est la même chose.
Dans la danse, moi, je connais individuellement tous mes élèves avec qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans le cours, qu'est-ce qu'ils ont comme difficulté des fois physique. Tu vois, quelqu'un qui, je sais pas, moi, s'est fait opérer du genou ou qui vient davantage pour prendre confiance en soi, ou d'autres, c'est plutôt pour se reconnecter à son corps parce qu'il a vécu un trauma. En fait, j'ai un projet avec des personnes en situation de handicap qui s'appelle Handipom Project. Là, c'est pareil. Forcément, tu es obligé de connaître la personne, quel est son handicap, etc. Et c'est moi qui m'adapte. Et dans tous mes cours, c'est moi qui m'adapte. Et j'espère que je pourrai toujours continuer à faire ça. C'est connaître les gens pour leur apporter ce dont eux, ils ont besoin. Et donc, du coup, les corrections, c'est pas les mêmes pour tout le monde. Parce que tout le monde ne vient pas chercher la même chose, n'a pas les mêmes difficultés physiques ou mentales. Et l'idée, c'est juste comment tu étends ta zone de plaisir. Moi, je déteste sortir de sa zone de confort. Je dis toujours que tu étends ta zone de plaisir. Parce que, voilà, ça se travaille. Moi, je déteste travailler dans la contrainte. Je travaille à la carotte. Tu vois, il y en a qui travaillent à la baguette. Moi, je travaille à la carotte. Et c'est pour ça que ça ne peut marcher que quand tu apprends à connaître les gens et de quoi ils ont besoin, eux, pour eux, leur faire davantage plaisir et que ça les drive. Typiquement, c'est vrai que moi, je travaille qu'avec des gens qui ont cette sensibilité émotionnelle et qui aiment travailler dans le plaisir. Je sais très bien que tu vois dans les coachings, quand on fait appel à moi, si c'est quelqu'un qui me dit moi j'ai besoin qu'on me mette des coups de pied au cul et que bon ça m'arrive jamais parce que t'attires à toi, enfin ça n'arrive jamais, mais ça pourrait, tu vois, quelqu'un qui me dirait ben moi j'ai besoin de quelqu'un qui est là pour me dire allez t'es qu'une grosse merde, faut y aller, bouge-toi le cul et tout. Je ne suis pas du tout bonne pour ça, faut pas m'écrire, tu vois. Oui, moi, c'est surtout pas ton rôle en fait finalement. Exactement. Ça, mais il y a des gens qui cherchent ça, donc c'est aussi savoir qu'est-ce que tu cherches, parce qu'il y a des gens qui cherchent ça et qui ont besoin de ça, et c'est très cool, c'est pour ça qu'il en faut pour tout le monde. Le tout, c'est de savoir toi, ce dont tu as besoin et de trouver des gens qui correspondent à ça. Et des fois, malheureusement, on se laisse un peu embarquer dans des trucs où, comme c'est la personne qui correspond à la majorité, ben, tu vas suivre ça alors que c'est pas vraiment ce qui te correspond pour toi. Tu vois, on parlait d'hypersensibilité tout à l'heure. Tu as 70% de la population qui n'est pas hypersensible. Donc, si tu te laisses avoir par les fonctionnements, par exemple, dans l'entrepreneuriat, des fonctionnements de 70% des entrepreneurs, mais qui n'ont pas la même énergie que toi, la même façon de penser, le même besoin de sens, le même besoin de s'écouter, qui n'ont pas les mêmes valeurs, etc. Mais forcément, à un moment, tu vas te prendre un mur parce que tu auras suivi des préceptes de gens qui ne te correspondent pas, qui n'ont pas la même vision de l'entrepreneuriat que toi, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis pas du tout cette même hypersensibilité. Donc du coup, peut-être n'utilise pas les mêmes des stratégies qui, toi, pourraient te correspondre. Et du coup, ça matche pas, quoi. Et en fait, on retombe dans ce qu'on disait au tout début, c'est-à-dire tu commences à porter, par mimétisme, à essayer de faire des choses qui ne te ressemblent pas. Et en fait, là, on reconstruit une espèce de deuxième prison, en fait, dans l'entrepreneuriat, alors que je pense qu'à la base, si on choisit cette voie, c'est pour être libre quelque part. Exactement. Une dernière petite chose, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut envoyer les personnes qui souhaiteraient te suivre ou en tout cas découvrir ce qu'est la danse pom-pom? Oui, avec plaisir. Alors c'est très simple, vous me retrouvez sur mon site internet elisepompomgirl.com. Si vous tapez dans Google, de toute façon, vous allez me retrouver. Sur tous mes réseaux sociaux, c'est aussi au nom d'Elise Pom Pom Girl. Donc la chaîne YouTube, si vous voulez voir des vidéos, c'est sur cette même chaîne que je partage mes chorégraphies pom-pom et tout ce qui vous permet de prendre confiance en vous et de faire le plein d'énergie positive dans la tête et dans le corps. Donc le site Elise Pom Pom Girl, vous avez toutes les informations, l'actualité pour les stages, le lien vers mon école de danse Pom Pom en ligne. Et en fait, c'est sur cette école de danse aussi que je mettrai à terme des formations aussi pour la confiance en soi, se sentir mieux dans son corps et dans sa tête pour que ce soit complet. Et voilà, mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et après, sur LinkedIn et sur mon compte Facebook, c'est à mon vrai nom, Elise Boskila. Ok, c'est partout en fait. Ouais, j'essaye. Super, écoute, je te remercie beaucoup. Merci à toi Charlotte, c'était un vrai bon moment, c'était super cool de partager avec toi. Écoute, plaisir partagé. Si cet épisode t'a plu et te parle, en fait, moi j'ai mis en place un système d'email hebdomadaire en fait où je fais un récap de tous mes podcasts en fait, puisque j'en fais un par jour, plus tout le contenu que je publie sur mes autres plateformes. Et donc du coup, je regroupe dans un même mail tous les conseils, toutes les astuces que je partage dans un mail hebdomadaire qui part le lundi. Donc si ça t'intéresse, tu peux t'inscrire en fait. Je t'ai mis un petit lien dans la description. Il suffit de rentrer ton nom, prénom et tu recevras ça tous les lundis. Voilà, je t'embrasse et je te dis à très vite.